Bonjour, je suis Stéphane Demoustier pour The Cinema Show sur Radio Campus. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Cette semaine, nous sommes très heureux d'accueillir Stéphane Demoustier qui a réalisé Borgo après avoir remporté en 2021 le César du scénario de la meilleure adaptation pour son film La fille au bracelet. Bonjour Stéphane, est-ce que vous allez bien d'abord ? Ouais, je vais très bien, je vous remercie. Un César, est-ce que ça vous a mis une pression pour la suite ? Non, c'est Laure Calamy qui disait un César ça sert à rien mais ça fait toujours plaisir, et je l'ai vécu comme ça. Non, je l'ai pas vécu comme une pression, je l'ai vécu plutôt comme un truc réjouissant, un encouragement, mais non, c'est pas une pression. Borgo, c'est d'abord une prison corse. Qu'est-ce qui vous motive à dérouler votre histoire en grande partie là-bas ? Borgo, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui arrive dans un territoire qui n'est pas le sien, qui essaie d'y trouver sa place et qui, pour ce faire, va se fourvoyer. Et je pense qu'en situant l'histoire en Corse, qui est un territoire qui a un fort caractère, une identité très marquée, etc., le sentiment d'être un étranger est exacerbé là-bas. Donc en faisant débarquer Afsia Herzi sur ces terres-là, je savais qu'on aurait cette sensation, qu'on aurait avec elle cette sensation d'arriver en terrain inconnu d'une manière très évidente. Voilà, c'est un film qui parle d'emprise ou de manipulation. Situer tout ça sur un territoire comme la Corse, c'était d'autant plus intéressant. Vous êtes allé sur place, j'imagine, en Corse pour le tournage, mais le tournage s'est pas déroulé dans la prison même. Est-ce que vous êtes allé visiter la réelle prison de Borgo ? Alors, on n'a pas pu visiter la prison de Borgo. C'est un film... quand je l'ai préparé, évidemment, j'ai passé beaucoup de temps en Corse. Il y a des gens qui jouent dans le film, il y a notamment 2 surveillants pénitentiaires qui sont des surveillants pénitentiaires de Borgo qui jouent dans le film, donc que j'avais vu en amont et qui, pendant le tournage, agissaient aussi comme conseil pour que ce qu'on fasse soit fidèle ou conforme à l'esprit de la prison de Borgo. C'est pas un documentaire sur la prison de Borgo, donc je sais pas de reproduire à l'identique ce qu'elle est d'ailleurs dans sa facture sensible, esthétique, etc. Ça ressemble pas à Borgo, mais le fonctionnement qu'elle décrit est celui de Borgo. C'est ça qui m'intéressait. Parce que la Corse en France a un régime d'exception, et de la même manière, la prison de Borgo, au sein du régime carcéral français, a un régime d'exception avec ce principe de régime ouvert. Et c'est ça que je voulais raconter. C'est qu'en Corse, dans cette prison, les choses ne se passent pas comme ailleurs, et c'est ça que notre protagoniste doit comprendre, et c'est ce qui va la dépasser aussi. On a vu récemment beaucoup de réalisateurs corses, je pense à Thierry De Peretti, Catherine Corsini ou Pierre Salvadori, qui ont tourné des films en Corse. Vous, en tant qu'étranger à Lille, qu'est-ce que vous avez pensé apporter comme vision ? Alors c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, moi je suis attiré, j'aime beaucoup la Corse, j'y suis allé mais sans très bien la connaître, j'y suis allé comme quelqu'un qui va en vacances, qui va pour le plaisir, et j'ai toujours senti une vraie... pas une fascination, mais la Corse a toujours exercé un véritable attrait auprès de moi. Mais il fallait trouver une porte d'entrée pour pouvoir raconter une histoire qui se passe là-bas. Et c'est vrai que là, c'était idéal, parce que le personnage de Mélissa est un personnage de Continental, elle vient de la région parisienne, qui débarque en Corse et qui essaye d'en saisir le fonctionnement. Donc je pouvais m'être à ses côtés, je pouvais avec elle entrer sur cette île. Ça me faisait une porte d'entrée idéale. Donc c'est à ce titre-là que je me suis senti légitime pour raconter cette histoire, puisque c'était justement l'histoire de quelqu'un qui n'est pas corse et qui n'en comprend pas le fonctionnement. Vous avez déjà eu des réactions de Corse quant à la représentation que vous faites de l'île ? Des réactions, on en a tout au long du processus, c'est-à-dire que le film, il a le soutien de la région Corse, donc il a été allègrement lu par des commissions, etc. Après, tous les acteurs et les différentes parties prenantes, techniciens notamment qui participent au film, le lisent aussi et ils sont corses, donc des réactions, on en a un peu à toutes les étapes. Ce que j'ai voulu faire en tout cas, c'était montrer la complexité des choses, c'est-à-dire que j'ai pas, de la même manière que j'ai voulu qu'on comprenne les raisons de la Matonne sans forcément lui donner raison, je voulais aussi qu'on comprenne les raisons des bandits et montrer que leur situation était plus complexe qu'on peut l'imaginer ou qu'on peut le voir habituellement dans les films de gangsters. C'est-à-dire que là, le principal protagoniste qui exerce une influence et une manipulation sur notre héroïne, il s'appelle Saverio dans le film, on voit bien
que c'est pas un monstre patibulaire, mais que c'est quelqu'un qui certes exerce une manipulation, mais qui est lui aussi objet d'injonction et objet de pression au-dessus de lui. J'ai voulu montrer que il y avait comme ça un tissu de relations où les choses étaient mêlées et complexes. Et en cela, montrer une réalité du terrain qui ne correspond pas forcément à ce qu'on voit habituellement dans les films ou à l'image stéréotypée qu'on peut avoir du voyou. On trouve au générique Pascal-Pierre Garbarini à la collaboration au scénario. À quelle étape que vous décidez de faire appel à lui et comment il s'est passé cette collaboration ? Pascal Garbarini, tout à l'heure, voilà, je parlais de gens qui connaissent bien le milieu corse, à la fois qui connaît très bien la Corse et il connaît également le milieu corse, Garbarini, puisque c'est un avocat pénaliste qui a beaucoup travaillé pour les Corses. Il se considère lui-même comme l'avocat des nationalistes corses. Voilà, et donc c'est un illustre avocat corse. Il est là, lui, dès le début du processus. C'est-à-dire que il est presque associé à l'idée de faire le film. Puisque cette histoire, au tout départ, elle est influencée par un fait divers dont lui m'avait parlé. Et ce fait divers sur lequel je n'ai pas enquêté, dont je me suis éloigné. Mon film est une fiction à 100% avec des personnages qui n'ont rien à voir avec les personnages du fait divers. Mais au tout départ, c'est Garbarini qui m'avait parlé de cette affaire. Et après, Garbarini, il était là à toutes les étapes de scénario pour lire ou pour écouter mes questions et pour justement m'indiquer c'est plutôt de telle ou telle manière que la relation se déroulerait, ou c'est plutôt... Il est aussi intervenu parfois sur les dialogues. Après, c'est aussi un travail que je faisais avec les acteurs, mais voilà, un peu à toutes les étapes de la préparation, il était là, et on le voit apparaître dans le film, puisque il joue le rôle de l'avocat du personnage principal quand elle a besoin de faire appel à un avocat en fin de film, donc il apparaît aussi dans le film. Et quand il est là, il agit toujours en tant que conseiller, puisque étant lui-même avocat, il peut me dire comment les choses se passeraient, et j'écoute toujours avec intérêt ses observations. Il avait joué dans mon précédent film où il jouait en prison de cour d'assises, c'est comme ça que j'avais fait sa connaissance. Et vous avez parlé des acteurs, et dans le casting on retrouve beaucoup d'acteurs corses. Est-ce que vous avez senti un décalage en les dirigeant? Est-ce qu'ils ont influencé leurs personnages avec une vision différente que celle que vous aviez imaginée à l'origine? Effectivement, il y a beaucoup d'acteurs corses ou même de non-acteurs corses qui jouent dans le film. Et ça, j'y tenais. En fait, je voulais qu'on tourne évidemment avec des Corses parce que je savais tout ce qu'eux allaient apporter au film en termes de véracité. Véracité de leur langage, de leur phrasé, véracité même de leur corps, etc. Et c'était pour moi essentiel d'avoir des Corses dans ce film. Et on a fait avec Julie Allione, la directrice de casting, elle a fait un énorme travail de démarchage en Corse, tous azimuts. Elle a mis des annonces dans les tabacs, dans les boulangeries. Et alors, on a rencontré des tonnes de gens. Et la plupart n'avaient absolument jamais joué, ou n'y avaient même pas songé. Simplement, ils se sont laissés tenter par l'expérience, dans un premier temps, du casting. Il y a donc beaucoup de protagonistes dans le film qui viennent de ce processus-là. Il y en a quelques-uns, comme Apieto ou Tabari, qui sont des acteurs corses qui avaient déjà joué. Et ça, c'était pas mal parce que ça leur permettait aussi de mettre les autres en confiance et un petit peu de jouer les grands frères, mais je dis ça, ils le faisaient sans aucune condescendance. Et après, il y a celui qui joue Saverio, qui s'appelle Louis Mémy, qui a un peu un statut à part, parce que lui avait joué uniquement dans un court-métrage, mais il veut devenir acteur. Et j'avais écrit le rôle en pensant que l'acteur serait quelqu'un de plus âgé, et que le personnage serait quelqu'un de plus âgé. Et c'est Julie Allione qui me l'a présenté en casting, et en voyant sa jeunesse, j'ai trouvé ça très intéressant, et en voyant aussi la personnalité de Louis Mémy, je me suis dit, j'ai vu à quel point ça pouvait apporter à ce rôle et rendre encore plus riche et complexe la relation qui se noue entre ce rôle-là et le rôle tenu par Afia Herzi. Donc voilà, le casting, ce qui est intéressant dans le casting, c'est quand ça enrichit un texte ou quand ça enrichit les idées préconçues que vous avez. Et là, je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de m'emparer à chaque fois de ce que les personnes qui jouaient les personnages m'apportaient pour que ce qu'ils sont irrigue leur rôle. Et ça se fait quand on répète avant de tourner, et ça se fait pendant qu'on tourne les scènes aussi. Le film, il alterne entre trois cadres, donc la prison, l'extérieur et l'enquête a posteriori. Est-ce que, d'abord, comment est-ce que vous est venue cette structure un peu particulière? Est-ce que ça a été dur d'atteindre cet équilibre entre les trois cadres? En fait,
dès l'écriture, il y avait l'idée d'avoir une double narration. D'un côté, on est avec le personnage de Mélissa qui débarque en Corse, et de l'autre, on suit une enquête. Et donc voilà, j'avais l'idée de vraiment ce double récit. Je pensais que l'enquête, elle allait pouvoir donner un rythme au film. Je savais aussi que l'enquête, elle donnerait une respiration, parce que c'est presque un binôme burlesque, ce binôme d'enquêteurs qu'on découvre dans leur commissariat. Donc voilà, cette idée, elle est là dès le départ. Ça permettait aussi de montrer des régimes d'images différents, puisque les enquêteurs ont accès à des vidéosurveillance, donc des caméras qui voient tout, qui filment tout, mais qui pour autant ne saisissent rien. Et je trouvais que c'était intéressant de montrer que selon les régimes d'image et selon le point de vue, on n'accède pas aux mêmes vérités. C'était plutôt ludique à mettre en place. Évidemment, c'est toute une petite gymnastique. Les scènes avec les commissaires, on les a beaucoup déplacés au montage. C'est-à-dire parfois on les a essayé de les mettre un peu plus tôt, on les a découpés un peu différemment. Dans cette recherche, comme je vous le disais en permanence, de trouver le bon rythme du film et de trouver les bonnes respirations. Donc il y a eu des ajustements permanents qui ont été faits, en particulier au montage, par rapport à ces séquences qui étaient écrites et pensées comme telles dès le départ. Le couple principal, donc c'est une femme maghrébine et un homme noir. À quel moment parce que ça permet du coup d'apporter la problématique du racisme dans votre film, cette problématique, quelle place elle a pris au fur et à mesure du scénario? En fait, c'est déjà se poser la question de savoir quelle actrice pourrait être crédible en surveillant pénitentiaire. Et il n'y en avait pas 36 pour lesquels je me disais, si on la met seule devant un réfectoire avec 200 détenus qui sera capable de les tenir en respect, je pense qu'il n'y en a pas 36 qui peuvent le faire. Et donc j'ai pensé à Afsia Herzi. Donc j'avais déjà avant tout envie qu'elle ait ce rôle, qu'elle joue ce rôle, et je pensais qu'elle avait totalement le caractère, la force de caractère et la puissance qui lui permettrait d'avoir ce rôle. Donc, et en plus, je l'avais vu beaucoup dans des rôles de jeunes filles, pas encore de jeunes femmes, donc je me disais ça pourrait être intéressant pour elle de jouer ce rôle. Et dès lors qu'elle a dit oui, après évidemment, il se trouve qu'elle est maghrébine, et là, tant mieux, parce que je parlais tout à l'heure de la figure de l'étranger qui débarque dans un territoire qui n'est pas le sien. Là aussi, c'est exacerbé par le fait qu'elle est française et en plus d'origine maghrébine. Et après, il fallait trouver un couple où la difficulté de ce couple, c'est que le personnage du mari, on le voit relativement peu, et pourtant il a un rôle assez déterminant. Donc il fallait que quand le mari, alors qu'on le voit peu, il fallait qu'il nous laisse tout de suite une trace, et une trace assez forte, et il fallait aussi qu'on comprenne que ce couple avait pu être amoureux, et pourrait peut-être d'ailleurs le redevenir, bien que à ce jour on voit un mari qui est plutôt dans une situation d'échec. Il fallait pas tomber dans le misérabilisme. Et avec Moussa Monsali qui joue ce rôle, je trouve qu'on avait tout ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tout de suite une puissance d'incarnation énorme, qui nous laisse une empreinte, qui exerce un charme, qui a une puissance qui est à la hauteur de celle d'Afsia. Donc voilà, le binôme marchait bien. Et encore une fois, qu'ils soient noirs, ça renforçait leur statut d'étranger sur ce territoire, donc c'était bien. Le racisme, il existe partout. Il existe dans n'importe quel stade de foot où vous allez, il existe partout en France, et il existe aussi en Corse. Dès lors qu'on ne s'arrête pas à un stéréotype, moi, j'avais pas de problème à raconter ça aussi en début de film. Vous plongez donc votre personnage principal féminin, Mélissa, dans un milieu très masculin, et ça crée du coup quelques complications entre séduction mal placée et remarques sexistes. Qu'est-ce qui se joue dans cette dynamique liée au genre au sein de votre film? Non, ce que vous dites est pertinent, c'est que pour montrer une emprise et pour montrer quelqu'un qui est manipulé, quelqu'un qui est manipulé est souvent victime aussi de sa vulnérabilité. Et là, c'est indéniable que sa condition de femme agit aux dépens du protagoniste. C'est-à-dire le fait d'être une femme au milieu dans un monde d'hommes, ça l'oblige à faire d'autant plus ses preuves, et ça la rend parfois vulnérable, parce que
parce que ce sont des codes masculins, parce que ce sont parfois des codes machistes, parce que ce sont parfois des comportements virilistes, etc. Autant de choses avec lesquelles nécessairement elle n'est pas en phase du fait de sa condition de femme. Donc je pense que le fait d'avoir une femme qui débarque comme ça dans un monde d'hommes, ça la rendait d'autant plus vulnérable, et ça renforçait encore ce sentiment d'être une étrangère sur lequel je reviens à chaque fois. Donc pour toutes ces raisons, je trouvais ça bien d'arriver dans cet univers-là avec elle. Et en plus, il se trouve que l'univers carcéral, il est beaucoup montré dans les films, mais on voit rarement des surveillants pénitentiaires. Or, la réalité du monde carcéral, c'est que plus de la moitié du personnel des gardiens de prison, c'est des femmes. Et beaucoup de femmes, évidemment, dans les prisons d'hommes, puisque 17% de la population carcérale, c'est des hommes. Et bien là, le film rend compte de ça aussi, qui est vraiment une réalité du monde carcéral. J'ai trouvé très intéressante la manière de dépeindre la direction d'une prison, parce que vous l'avez dit, donc c'est un régime ouvert qui pourrait paraître plus respectable et moins déshumaniser les détenus, mais tout de même il y a des problèmes qui persistent. Je pense aux punitions collectives ou le fait de changer de section des détenus qui pourtant s'entendent bien avec des gardiens qui s'entendent bien pourtant avec des détenus. C'est quoi votre vision de l'institution carcérale en France ? Je ne sais pas si je pourrais dire que j'ai une vision de l'institut carcéral en France, mais en tout cas, ce qui m'intéressait là dans cette prison de Borgo, c'est qu'elle a un statut spécial et que c'est pas un statut fidèle à celui des autres prisons françaises. Et donc en cela, c'est bien une prison corse. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que on voit bien que l'expérience... Enfin, en tout cas, quand on va à Borgo, on appelle souvent cette prison soit le Club Med, soit l'hôpital. On l'appelle l'hôpital parce que c'est très très calme. Et le Club Med, parce que comme c'est en régime ouvert, on dit qu'il y fait bon vivre. Et c'est vrai que les surveillants pénitentiaires, les détenus aussi le disent, il n'y a pas de bruit à Borgo, c'est très calme. Les gens se parlent avec diligence, ils se parlent de manière respectueuse. On appelle par leur prénom les surveillants, donc quelque chose de très humain. Et en cela, on peut que s'en réjouir et se dire que dès lors que ça reste une prison, parce qu'ils peuvent pas en sortir et qu'ils y passent plusieurs années parce que la société l'a décidé, n'empêche que puisqu'ils sont en prison, autant que ça soit le moins pénible possible pour les uns et les autres, et vraiment pour la communauté, c'est-à-dire la communauté qui englobe à la fois les surveillants et les détenus. Mais il n'empêche que là-dedans, sous ce dehors un peu idéal, se jouent aussi certaines dérives, certains régimes certains rapports de force, etc. Mais qui se voient d'autant moins qui sont derrière des dehors très policés. Et c'est ça que je trouvais intéressant et qui est tout à fait aussi à l'image de ce territoire de la Corse. La musique, elle est composée par Philippe Sard, et je trouve elle a un aspect très classique qui m'a parfois fait penser à du Bernard Herrmann. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de musique ? Alors, ouais, effectivement, c'est Philippe Sard, et je prends comme un compliment pour lui, et aussi pour le film, la référence que vous citez. C'est vrai qu'elle a une facture classique, et en allant chercher Philippe Sard, c'est évidemment ce à quoi je m'attendais. Et ce que je voulais, en fait, ce que je voulais, c'était qu'elle donne un caractère solennel et aussi une forme de noblesse aux séquences. C'est toujours délicat, la musique, il ne faut pas qu'elle paraphrase les scènes, il ne faut pas qu'elle ne fasse que les illustrer. Là, je voulais qu'elle participe d'une forme de grâce ou d'élévation parfois. Et sa facture classique, je pense, joue en ce sens. Voilà ce que je pourrais en dire. C'est un film qui a une dimension sociale. Je pense que c'est un film qui est ancré dans un réel qui est très prononcé. Mais je voulais aussi qu'il y ait parfois une forme de stylisation ou de grâce qui émane de ce réel. Et la musique, elle y participe. Et l'affiche fait référence à une scène qui pourrait paraître un petit peu mineure dans la narration, mais qui prend tout son sens symboliquement quand on pense à l'histoire du film et à la relation entre ces deux personnages. Est-ce que vous avez eu votre mot à dire sur le choix de l'affiche et qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Alors, oui, c'est-à-dire qu'on me consulte quand même sur le choix de l'affiche, c'est le distributeur qui décide évidemment. Mais il me consulte. Après, moi, sur les choix d'affiches ou on va dire de marketing, parce qu'en fait c'est comme ça que ça s'appelle, je considère, oui, parce que ça vaut aussi pour la bande-annonce par exemple. Pour tous ces choix-là, je regarde ce qu'on me propose. Si vraiment quelque chose
me paraît impossible, je le signale, mais ma ligne, c'est plutôt de dire je fais confiance à ceux qui en ont la charge et je suis la plus mauvaise personne pour en juger. C'est-à-dire qu'évidemment, moi, une bande-annonce, elle va me paraître... j'ai l'impression que c'est un blasphème quoi, de réduire à si peu un film ou de révéler autant. Enfin, c'est forcément, pour un réalisateur, en tout cas moi, je le vis forcément comme un truc violent, mais je me dis qu'il n'y a pas de bonne solution possible à mes yeux. Donc je me dis que si le distributeur estime que c'est le bon objet pour donner envie aux gens d'aller voir le film, parce que c'est essentiel qu'ils aillent le voir pour pouvoir éventuellement l'aimer, et bah, voilà, tant mieux. Donc c'est pareil pour l'affiche, c'est-à-dire qu'on m'a montré plusieurs affiches, leur préférence allait pour celle-là, et moi ça m'allait très très bien que ce soit celle-là. Il se trouve que c'est une image que je trouve assez belle en plus, donc ça me va. Là, la grande question, c'était est-ce qu'on montre une image de prison ou est-ce qu'on montre une image en dehors de la prison ? Ils ont choisi de montrer cette image-là qui est à la fois solaire, mais qui amène autre chose avec les pistolets. En fait, ça raconte assez bien ce film qui explore la carte postale corse en la déjouant aussi, quoi, en nous montrant qu'est-ce que c'est le revers de la carte postale corse. Le film, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, il s'inspire d'un fait divers qui a réellement existé, un double assassinat, et ça a provoqué quelques réactions indignées puisque le procès n'a pas encore eu lieu, il va avoir lieu cet été. Comment est-ce que vous réagissez à ces indignations ? Bah moi, ce que je dis et que je répète, c'est que le film n'est pas le fait divers, c'est d'autres personnages, donc c'est une autre histoire. Et j'ai essayé j'ai eu comme ligne de me tenir à distance volontairement du fait divers en n'enquêtant pas dessus, pour pouvoir investir la fiction, et aussi c'était aussi une manière d'agir le plus respectueusement possible, avec le plus de respect possible par rapport aux uns et aux autres. Donc voilà, c'est inévitable qu'il y ait quelques grincements dedans. Après, moi je retiens aussi qu'on a fait le film avec le soutien de la région Corse, et je les en remercie, qu'on a tourné avec des acteurs, avec des gens qui nous ont accueillis, des techniciens qui sont corses et qui ont tous adhéré, avec lesquels on a pu travailler à un film qui est une fiction qui questionne le réel et la condition humaine, et c'est comme tel qu'il faut apprécier ce film avant tout. Pour terminer sur le film, je voulais parler un petit peu de la fin, si vous voulez bien, où j'ai un petit peu spoilé. Le film, il aurait pu s'arrêter quand on découvre ce qui s'est réellement passé à l'aéroport, mais vous décidez de poursuivre avec ces interrogations et puis avec la fuite du couple de Lille. Qu'est-ce qui vous pousse à poursuivre au-delà de la scène Ouais. Ce qui me paraissait important, c'était quand même il y avait plusieurs choses. Je pense que je me le suis pas forcément formulé, mais puisque vous me posez la question, je pense que c'était important quand même que le personnage de Mélissa réponde à un moment de ses actes. Et puis c'était essentiel pour moi de savoir ce qui allait advenir de ce couple. Et je pense que les interrogatoires, c'est aussi une manière pour ce couple de se retrouver et de se parler par personne interposée, mais de se parler à nouveau alors qu'ils ne se parlaient plus. Le secret qui les éloignait vole en éclats, et à partir de là, ils peuvent de nouveau se retrouver, être ensemble. Et voilà, évidemment, c'est pas un film avec un happy end, c'est même un film où mais c'est une fin qui laisse plusieurs devenirs possibles. Et pour moi, ça, c'était essentiel. Le cinéma permet ces miracles-là, permet ces horizons-là. Donc, pour moi, c'était important, de la même manière qu'on a plusieurs manières d'interpréter les mobiles de notre protagoniste, ou les raisons qui ont fait qu'elle a basculé. C'était important aussi qu'on puisse se projeter sur différents devenirs possibles pour nos protagonistes. Elle part pas le cœur léger, donc on peut imaginer plusieurs scénarios qui la rattrapent. J'aimais assez ça, donc ça m'aurait paru trop brutal de m'en tenir uniquement aux faits et de pas avoir ces éléments-là aussi. Je pense qu'on peut considérer vos deux derniers films comme des thrillers, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais est-ce que vous pensez poursuivre dans cette veine lors de vos futurs projets ? Bah, je sais pas. Oui, je suis d'accord pour dire que c'est des thrillers. Après, ce qui m'intéresse, c'est de faire des thrillers parce que moi, j'aime bien les thrillers, mais aussi de jouer avec les codes du thriller. C'est-à-dire que on voit bien là, c'est un polar, mais avec des policiers qui se comportent pas tout à fait comme ce qu'on voit habituellement dans les policiers. C'est un thriller, mais où les mobiles sont pas forcément lisibles. Et ça m'intéresse que les spectateurs se questionnent sur
eux ce qu'ils y voient. Donc voilà, continuer comme ça de me servir de ce qu'apporte en termes de tension dramaturgique le thriller pour en faire plus qu'un thriller, pour faire aussi, comme je te disais, un film qui questionne le monde dans lequel on vit. Oui, ça m'intéresse. Après, j'en fais pas du tout une condition requise ou consciente pour un prochain film, mais je serais ravi d'en refaire. Et comme dernière question, c'est la question habituelle au cinéma show. Qu'est-ce que vous avez vu comme film dernièrement, que ce soit au cinéma ou à la maison, qui vous a marqué ? Alors, le dernier film que j'ai vu chez moi qui m'a marqué, je pense que c'est Vincere de Bellocchio. Et le dernier film que j'ai vu au cinéma qui m'a marqué, je pense que celui que j'ai vraiment beaucoup aimé qui m'a marqué, c'est peut-être le Kaurismäki. C'est Les Herbes Sèches. Les feuilles mortes. Non, Les Feuilles Mortes, les Herbes Sèches, c'est Ceylan, c'est ça. À chaque fois je les confonds, je savais que j'avais une chance sur deux. Donc je pense que c'est le Kaurismäki, le dernier que j'ai vu au cinéma, que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai vu aussi Le Gang du Bois du Temple de Rabah Merzaimesh en vidéo, enfin chez moi récemment, et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était même postérieur à Vincere. Donc le dernier que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé, c'est Rabah Merzaimesh, et puis je pense qu'au cinéma, le dernier très bon film que j'ai aimé, c'est Kaurismäki. Mais j'avais beaucoup aimé Le Salon, que j'avais vu précédemment, quelques mois avant, que j'avais beaucoup aimé aussi. Merci beaucoup pour cette interview. On peut toujours retrouver votre film dans les salles en ce moment. Merci. Can she be late for her cinema show?